la force de Denis Sassou Nguesso, c'est le crime, sa faiblesse, c'est la loi. C'est quelqu'un qui n'a jamais respecté la loi et donc il ne peut pas vivre dans une république. C'est ça aussi la réalité. Il ne sait pas ce que c'est que la loi. Là, il est en train de nous le démontrer. Tout à l'heure, je venais de lire quelques articles et dans cette même constitution, le préambule nous rappelle que le Congo a ratifié les chartes, la charte des Nations Unies du 24 octobre, bien sûr, 1945. Le Congo a aussi ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 26 juin 1981. On peut continuer à les citer comme ça. On va terminer, Monsieur Modeste Boukadia. Bon, maintenant nous sommes en train de réaliser cette émission. Nous sommes bien entendu le 18 novembre 2025. La République du Congo n'existe plus, l'État congolais n'existe plus. En ces deux phrases, on a tout compris. Le Congo s'est arrêté. Actuellement, nous sommes en train d'assister, et je l'ai dit, je le répète, à un coup d'État qui est en train de se dérouler. C'est Serge Oboa qui est devenu l'homme fort, qui fait tout ce qu'il veut. C'est lui qui décide tout, puisque Denis Sassou Nguesso lui a conféré un certain nombre de pouvoirs, des pouvoirs illégaux en plus. Donc le Congo n'existe plus. Les institutions sont mortes parce qu'elles n'existent plus. Personne ne parle, vous l'avez dit tout à l'heure, personne n'est en train de dénoncer ce qui se passe. Donc ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale, ni le gouvernement, ni la justice, personne, tout s'est arrêté, la République s'est arrêtée. Tout ce qui se fait actuellement, c'est en violation flagrante, il faut le dire, manifeste et délibérée de la Constitution. Quelle conclusion en tirer? Vous savez, moi, je fais de la politique. J'ai un bilan, j'ai fait le bilan, que Denis Sassou Nguesso est en train de faire tout ça parce qu'il n'a pas de bilan à présenter et que pour lui, la seule alternative qui lui reste, c'est d'user de la violence pour s'imposer peut-être, comme cela, nous l'avons dit, un- une présence morale auprès de ses partenaires En fait, il recherche une légitimité morale, oui, voilà, c'est ça la vérité en plus. pour qu'il puisse continuer à satisfaire les besoins de ses amis. Mais pour ce qui est du Congo, il a atteint son objectif. Son objectif, c'était de détruire le Congo. Il a détruit. Son objectif, c'était de ruiner les Congolais. Il a réussi. Et je le dis, Sassou a eu pour mission de détruire la République du Congo, de, de paupériser les Congolais. Et il a réussi. Mais nous, on va réussir à lui prouver que le Congo existe. Monsieur Boukadia va réussir à prouver à Denis Sassou Nguesso que le Congo va continuer à exister. Merci, c'est par là qu'on va mettre donc au terme à cette émission. Tout à l'heure, nous avons peut-être rappelé aussi, nous avons rappelé que les nations donc d'intérêt, et tout le monde le sait, mais la question qu'on se poserait désormais, c'est de savoir est-ce que les intérêts français seraient-ils devenus incompatibles au respect des droits de l'homme? Monsieur Boukadia, ici même sur ce même plateau, vous nous disiez, vous vous rappelez, j'espère, que si Denis Sassou Nguesso ne part pas, on ne vous appellera plus Monsieur Modeste Boukadia. Réitérez-vous ces propos ou ça a changé? Je dis ceci, que nous allons prouver que le Congo existe et que le peuple congolais est un grand peuple qui sait prendre l'histoire en marche. Parce que le peuple congolais, selon sa devise, est un peuple debout, fier. Et c'est ce que nous allons prouver. Mesdames
Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre une fois de plus R7 et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir. Denis Sassou Nguesso a observé ce qui s'est produit au Népal et à Madagascar avec la génération Z. Il a également constaté ce qui s'est passé au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en Tanzanie, notamment durant les élections présidentielles. Ajouter à cela, à toutes ces expériences très difficiles pour les pouvoirs autocratiques, le chaos socio-économique au Congo-Brazzaville dont il est l'auteur. Il a certainement cru inutile de prendre de tels risques d'aller à la présidentielle de mars prochain, bien que factice, de manière pacifique avec des opposants qui pourraient le surprendre. Voilà comment il a déclenché une campagne de terreur, disons mieux un coup d'État militaire et anticonstitutionnel, vous allez le comprendre. Ce coup d'État qui est en cours d'ailleurs, tuant des jeunes présumés bandits à bout portant sans procès, sous le prétexte de lutte contre le banditisme. Après ces assassinats de masse, il a fait casser, ou il fait casser parce que c'est en cours, il fait casser les motos, les maisons des citoyens congolais, les églises. Désormais, sa milice DGSP arrête des bus de transport en commun pour rechercher toute personne ayant un tatouage. Et donc, les Congolais peuvent désormais mourir pour un simple tatouage. Tout cela se fait en violation manifeste et délibérée de la Constitution congolaise depuis le 20 septembre dernier, jour du lancement, sous fausse bannière de l'opération Zéro Kuluna, la Constitution congolaise. Ça aussi, vous l'avez probablement constaté. Et toutes les institutions issues de cette Constitution sont bannies. Si ce n'est pas un coup d'État, c'est quoi alors? On se souviendra de ce qu'en juin 1997, avec l'aide cette fois-là des mercenaires et des armées étrangères qui avaient envahi le Congo sous la coordination de la France de Jacques Chirac, tuant plus de 400 000 morts congolais. Sassou Nguesso avait fait la même chose pour reprendre le pouvoir par les armes. C'était le même modus operandi, tuer les Congolais, détruire et brûler les maisons pour le pouvoir. Chasser le naturel, dirait-on, il revient au galop. Nous y sommes. Comment les Congolais en sont-ils finalement arrivés à se laisser tuer gratuitement par un criminel multirécidiviste et quel intérêt pour une élection présidentielle sous une ambiance d'horreur et de terreur absolue? On en parle aujourd'hui avec Modeste Boukadia, président du CDRC. Bonjour, Monsieur Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci de votre disponibilité et toutes les fois que nous avons besoin de vous, vous êtes souvent disponible. Merci pour cela. Écoutez, Monsieur Perrin, c'est une joie, un plaisir, mais aussi c'est une tristesse à écouter le tableau que vous venez de brosser. On se demande si le Congo est un État, une république, ou finalement c'est une fiction. C'est avec plaisir que je vais échanger avec vous pour voir si le Congo de, de nos pères fondateurs est toujours le Congo, ou finalement le Congo ressemble à la Corée du Nord. Et à ce moment-là, on se poserait la question de savoir pourquoi Denis Sassou Nguesso n'a pas eu le courage de dire à ses partenaires qui le soutiennent que le Congo est comme la Corée du Sud, est comme la Corée du Nord, pardon, parce qu'on n'a jamais vu les condamnations des atteintes de droits de l'homme de la Corée. C'est ce qui me pousse à dire qu'effectivement, les partenaires du Congo considèrent maintenant le Congo sous Denis Sassou Nguesso comme l'équivalent de la Corée du Nord en Afrique centrale. Comment les Congolais en sont-ils finalement arrivés à célébrer l'horreur et la cruauté des crimes tels qu'on est en train de le voir? Vous savez, je l'ai souvent dit, ce sont nos lâchetés. Ce sont nos lâchetés qui ont permis à ce que le Congo devienne le Congo tel que nous le voyons aujourd'hui. Ce dont je redoute, M. Perra,
ce que je redoute, c'est que le Congo est un pays endetté et hyper endetté, il y a un surendettement. Mais jamais dans un pays surendetté, on éteint l'endettement par un surendettement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir riche en vous endettant. Quand vous allez chez quelqu'un qui vous avance de l'argent pour finir la fin du mois, et vous allez chez quelqu'un d'autre pour emprunter encore de l'argent pour payer l'autre, chez la personne que vous avez, chez qui vous êtes allé endetter davantage, vous ne serez jamais riche. En fait, vous êtes en train de Alors, faire état, pardon, monsieur Modeste Foucadia, du retour du Congo, comme on l'a présenté en grande pompe d'ailleurs, du retour du Congo sur le marché financier international, c'est ça? oui, justement, comme je l'ai déjà dit, c'est une astuce financière qu'ils ont fait. C'est euh, quand ils se sont surendettés euh, pour soi-disant éteindre une dette intérieure. Mais quand on voit le taux avec lequel ils se sont surendettés de 13,7%, donc nous savons aujourd'hui que celui qui est à l'origine de ça, c'est l'ancien ministre Ondeli. Donc, euh, quand ils s'endettent comme ça, qui va payer? Nous savons que Denis Sassou Nguesso ne peut pas payer ce surendettement-là. Ceux qui doivent payer, c'est qui? Ce sont les jeunes. Oui, bien sûr. Ce qui est Hein? curieux C'est les générations futures. évidemment, dans cette situation, c'est un peu tous les, j'allais dire, les hommes d'ombre qui entourent ce retour, cette levée de fonds puisqu'on parle de 670 millions de dollars, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais jusqu'aujourd'hui, cette affaire semble être floue pour tout le monde. Personne ne comprend, personne ne sait quelles ont été finalement les conditions, les vraies conditions. Et qui a négocié, là vous venez de nous révéler une information, vous dites que c'est le ministre en délit, mais j'ai même appris que même le gouvernement était surpris. Écoutez, nous savons très bien que... remarquez à quel moment ça apparaît, cette affaire-là. C'est au moment où on exécute sommairement des jeunes. Et donc, on crée une situation de communication internationale sur un endettement en eurobond pour que la communauté internationale ou les télévisions internationales parlent du Congo en bien, comme si vouloir endetter davantage le pays, c'était quelque chose de bien. Comme ça, les télévisions occidentales sont heureux de parler du Congo, mais sans parler des exécutions qui sont beaucoup plus graves. Donc une manière d'éclipser l'horreur qu'on est en train de vivre au Congo. Naturellement, naturellement. Et c'est pour ça que je dis que cette situation qui est née soi-disant de, de la traque, d'élimination de soi-disant bandits. Mais quand vous assassinez les bandits, vous devenez pire que les bandits. C'est pour ça que je soutiens toujours qu'on n'a jamais donné les critères de ce qu'on appelle un bébé noir. On n'a jamais. Ils n'ont jamais dit que le bébé noir, c'est celui qui est comme si. On entend qu'aujourd'hui, quand tu portes une boucle d'oreille, quand tu as un tatouage, quand tu as une moto, tu deviens un bébé noir. Et non seulement ça, Serge Oboa, je pense que c'est un papa, lui, hein, puisque son fils traîne à Oyo, hein, avec les enfants de Pierre Oba. Hein. Donc, quand on voit un Serge Oboa demander à des parents euh, de, 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 de dénoncer leurs enfants, ce monsieur-là, ce n'est pas un parent. Ce monsieur-là, certainement que dans son ADN, il a des gènes de criminel. Parce que personne ne peut demander
à un parent de dénoncer son fils. Hein? On n'a jamais vu ça. C'est pour ça que je m'étonne. Ils endettent le pays. Ils tuent les jeunes qui doivent rembourser cette dette-là. Sur qui ils comptent pour rembourser? Parce que, n'oublions pas, ce sont les jeunes qui construisent un pays. Et eux, ils tuent les jeunes. Mais Mais là si ces encore, gens... ils ont même gagé toutes les ressources économiques du Congo, le pétrole, bois, minerais. Ils ont tout gagé et ils vont encore s'endetter. Et on se pose donc la question de savoir comment le Congo fera-t-il pour rembourser toutes ses dettes avec Non, les mais taux ça, que vous venez de nous rappeler tout à l'heure. de toutes les façons, ça, il fallait s'attendre. L'objectif de Denis Sassou Nguesso, d'arriver au pouvoir en assassinant Marien Ngouabi, c'était d'appauvrir les Congolais, d'anéantir le Congo. Voilà ça, c'est son objectif fondamental. Et il est en train de le réussir. Son objectif, ce n'était pas pour hisser le Congo à un niveau d'excellence. Son objectif essentiel, c'était de détruire le Congo. Voilà. Mais quand on ne comprend pas ça, c'est qu'on fait fausse route. C'est pour ça que je disais dès l'introduction que il aurait, il lui fallu, il lui fallu à Denis Sassou Nguesso d'avoir le courage de dire à ses partenaires, je veux fonctionner comme fonctionne la Corée du Nord, au lieu de se draper des vêtements de démocratie alors qu'il n'existe aucune démocratie au Congo. Aucune. Sinon, à travers, par ces massacres, ces exécutions sommaires, beaucoup de gens se seraient euh, révoltés. Mais même dans son propre pays, c'est-à-dire le pays de Mboshi, moi je n'entends aucune voix de Mboshi qui se révolte. Je n'entends pas. Mais j'avais entendu au cours d'un certain procès des officiers généraux qui s'étaient interrogés sur l'avenir de Mboshi. Mais je n'entends personne. Je n'entends aucun homme politique d'envergure qui ne s'indigne. Mais par contre, on nous présente l'argument disant que c'est la raison d'État. Alors que, imaginez, M. Perrin, imaginez une seule seconde qu'il y a un coup d'État au Congo. Qu'il y a un coup d'État au Congo. C'est toujours possible ça. Que la personne qui vient dit, tous ceux qui portent des costumes croisés, des cravates, des chaussures Weston, ils ont dilapidé le pays, il faut les arrêter, les exécuter et appliquer la jurisprudence Serge Oboa, c'est-à-dire brûler toutes les maisons des parents, des enfants, des petits-enfants et des familles. Qui va s'indigner? Est-ce que la France va s'indigner? Est-ce que les juristes congolais vont s'indigner? C'est pour ça que lorsqu'on énonce des éléments de langage, il faut faire très attention. Parce que là, la jurisprudence de Serge Oboa, qui demande aux parents de dénoncer leurs enfants, ça veut dire que si jamais il y a quelqu'un qui vient de manière inattendue et qu'il met en place pour la raison d'État que tous ceux qui portent, qui ont des grandes maisons au Congo, qui ont des villas, des costumes, que ce sont ceux-là qui ont pillé le Congo, alors il faut les exécuter. Ça peut arriver. Parce qu'il faut que les gens comprennent que ce que fait Serge Oboa et Denis Sassou Nguesso, ce n'est que
euh, c'est quelque chose qui va se retourner contre eux, contre tous les dirigeants du PCT, contre tous ceux, que ce soit les parlementaires, que ce soit les sénateurs, que ce soit les préfets, tous ceux qui tournent autour du PCT. Et je peux même aller beaucoup plus loin, que cette personne peut dire, tous ceux qui veulent aller aux élections sont en complicité avec Denis Sassou Nguesso. Donc, par raison d'État, il faut les arrêter, il faut les exécuter. Ça aussi, c'est possible. Donc, c'est pour ça que quand on utilise des termes comme raison d'État et procéder, demander aux parents de faire de la délation ou à la population de faire de la délation, c'est dangereux. C'est pour ça que moi, je propose que Sassou est en train de détruire. Moi, je veux construire. Et pour construire, il faut aller vers l'apaisement. Et l'apaisement passe forcément par Topessa. Merci, Monsieur Modeste Boukadia. Évidemment, tout à l'heure, vous vous êtes posé la question pourquoi est-ce que même les officiers, évidemment, surtout ceux qui entourent Denis Sassou Nguesso, personne ne parle. Et je peux me tromper. Bon, après, on me le dira, mais moi, j'ai l'impression, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, nous sommes en train, là, de vivre un coup d'État qui est en train d'être déroulé. Je vais m'expliquer. On ne sait pas sous quelle situation se retrouve aujourd'hui le Congo, mais je ne pense pas que ce soit un état d'urgence. Non, ça n'a pas été déclaré. Et curieusement, comme disait quelqu'un, lorsqu'un ordre n'est pas écrit, lorsqu'il n'est pas spécifique, il faut observer les actes pour comprendre l'ordre qui a été donné. Nous avons tous entendu dire Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui a ordonné, qui a donné l'ordre de ces opérations, comme il l'avait fait d'ailleurs en 1998-2000. Oui, il a dit, il a donné l'ordre, mais il n'a pas spécifié l'ordre qu'il a donné. Bon, encore, si Serge Boa a cet ordre, qu'on le veuille ou non, en fonction, bien sûr, lorsqu'on lit, lorsqu'on oppose, bien sûr, l'article 14 de la Constitution congolaise, c'est un ordre illégal. Donc, ils sont en toute illégalité. Tout ce qui est en train de se faire, c'est en toute illégalité. Je reviens pour comprendre avec vous, et je le disais tout à l'heure, si ces officiers-là ne sont pas vraiment au courant ou complices du coup d'État en cours. Et j'ai dit, pour comprendre un ordre, disons, verbal, non écrit, il faut observer les actes. Dans les actes, qu'est-ce qu'on constate? C'est ce que vous avez commencé à rappeler tout à l'heure, c'est qu'on est en train d'abattre des jeunes, tuer les jeunes à bout portant en public, ce qui ne se fait jamais nulle part, ça ne peut pas se justifier, même s'il y a des gens qui soutiennent, après on nous dit c'est la population qui est, la population en liesse, la population soutient, mais la population, ce n'est pas le peuple. Le peuple, c'est celui qui va voter les lois, donc la Constitution. Et nous avons ensuite suivi des maisons qui sont en train d'être cassées, brûlées, brûlées. Est-ce que les Congolais sont en train de se rendre compte que c'est l'horreur absolue des églises cassées, démolies, des motos, et maintenant la DGST arrête les bus pour scruter les corps des passagers. Si vous avez un tatouage, c'est Dieu seul qui sait si vous allez continuer à vivre ou non. Sinon, c'est la DGST qui va décider de votre vie. Et tout cela, j'ai dit, se fait dans le cadre légal. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est en violation manifeste et délibérée de la Constitution. Les institutions ont été bannies. Est-ce qu'on n'est pas là en train de vivre un coup d'État, monsieur Modeste Boukadia? Vous savez, bon, vous connaissez mon point de vue là-dessus sur les constitutions du Congo. Denis Sassou Nguesso, comme je venais de le dire, aurait dû dire que je me comporte comme le président de la Corée du Nord. Donc, quand vous me parlez des institutions du Congo, ça me dit absolument rien. Et au moins de la forme, s'il faut le dire comme ça. Vous voyez comme il a osé comparer son jet lors de son opération de com sur l'inauguration du lycée de la Liberté, où il n'y a que 2 salles. Hein? Il va
inauguré un lycée avec 2 salles. Hein? Donc, c'est une opération de com qu'il a faite. Et vous, si vous avez bien constaté cet épisode-là, il s'adresse à 2 personnes. Il s'adresse aux journalistes à qui il a dit qu'il faut me poser telle question. Et quand il parle du plan Vigipirate, il regarde ses amis européens qui étaient à côté. Donc, il s'est adressé aux journalistes. Il s'est adressé en deuxième pour le cas du plan Vigipirate à ses amis européens qui étaient à côté. Et il est fier d'avouer devant les Occidentaux que c'est lui qui a donné l'ordre d'exécuter, de faire un génocide dans la partie sud du Congo, et en même temps que c'est lui qui avait donné l'ordre sur l'exécution de ce qu'on appelle les disparus du beach. Et il le dit en français pour que ses amis occidentaux comprennent, en lingala pour que le peuple congolais comprenne. Et peut-être qu'il y a des gens dans l'autre partie du pays qui ne comprennent pas lingala, il le dit à Kitouba. Donc, à la face du monde, il dit « Je suis le génocidaire du Congo ». Il le dit. Et pour dire qu'il est le génocidaire, en même temps, il donne un signal aux ressortissants, à nos parents du Nord, si vous ne me soutenez pas, je vais vous faire ce que j'ai fait dans le pôle, c'est-à-dire en faisant un génocide qui a parfaitement réussi, ce que je vais faire. Et pour vous le prouver, comme je l'ai déjà dit, dans l'arrondissement 1 et 2, dans le secteur sud de Brazzaville, il n'y a pas de Koulouna ou de bébé noir. Il a traversé, il en a attrapé quelques-uns, qu'il a fait infiltrer là-bas, et puis directement, il saute toute cette zone-là pour aller à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, il a commencé à tuer en laissant les corps à la vue de tout le monde 2-3 jours pour que les gens voient. En réalité, comme Serge Oboa et Denis Sassou Nguesso ont des gènes de criminels, ils veulent traumatiser à vie. Parce que quand vous voyez un corps, vous savez, M. Perrin, quand je suis allé au Congo en 1997, quand il y a eu la guerre, moi j'ai enjambé les cadavres à l'aéroport de Miami. À ce moment-là, la Croix-Rouge avait demandé à Denis Sassou Nguesso et au président de Souba de ramasser les corps que les chiens étaient en train de dévorer. Cette image continue de me hanter. Ce que fait Sassou et Oboa, c'est justement pour que les Congolais soient hantés par ces images d'horreur. Et ce qui est inadmissible, il y a l'ambassadeur de France au Congo qui dernièrement va à Dolisie pour aller inaugurer je ne sais pas quoi, un petit ruisseau. Et c'est dans ce village-là où les forces de sécurité privées de Sassou tuent les gens, brûlent les maisons. Mais l'ambassadeur de France est au courant. Il est au courant. Donc, moi, je peux conclure, et personne ne peut me porter atteinte, je peux conclure que c'est de mèche avec la France, parce que la France n'en parle pas. Ça veut dire que ce que Denis Sassou Nguesso dit lui-même, contrairement à ce qu'on a voulu me faire croire au Quai d'Orsay, que la France ne donnait pas d'ordre à Sassou, je suis en train de croire que ce que dit Denis Sassou est vrai. Ce que je fais au Congo, c'est la France qui me le commande. Ça veut dire que les massacres actuels, dès lors où l'ambassadeur de France au Congo est allé dans une zone
où on brûle les maisons et on n'en fait pas cas, je peux l'interpréter différemment. Je peux interpréter qu'elle est allée voir si ce qu'on a demandé à Sassou se déroule normalement. Oui, évidemment, c'est une question. C'est une interprétation. C'est une question légitime, Monsieur Modeste Boukadia. Évidemment, comme vous l'avez dit, elle était dans la zone où on a brûlé les maisons. Je vais donc proposer, voilà, un extrait d'une vidéo des maisons brûlées à Dolisie. Et pendant que Madame l'ambassadrice de France au Congo est dans la zone. Suivez. Voilà, Monsieur Modeste Boukadia. Alors, vous le disiez tout à l'heure à Dolisie, puisqu'elle était dans la zone, dans la Bwenza, on l'a vu, aller inaugurer, vous l'avez même rappelé, un petit caniveau, voilà, de drainage des eaux de pluie. Mais ça se déroule aussi à Brazzaville, parce que l'opération a commencé à Brazzaville. On a commencé à tuer les jeunes, à battre les jeunes à bout portant. Les corps profanés, vous l'avez rappelé, on abandonne les corps pendant des jours avant de venir rechercher. On interdit donc les familles d'observer les deuils et on fait signer un engagement aux parents de ne pas poursuivre la DGST. Nous l'avons rappelé et on ne cessera de le dire, tout cela se fait sans cadre légal, en violation manifeste et délibérée de la Constitution. La France est au courant. Ensuite, nous avons vu aussi Monsieur Marcel Macomé, l'ancien ambassadeur congolais, qui a posé avec le Premier ministre français, Monsieur Le Cornu. Et c'est là, évidemment, la question que vous avez posée, elle est légitime. Ça veut dire que la France est bien au courant, bien au parfum de ce qui se déroule au Congo, les crimes contre l'humanité, les assassinats en série, les crimes de masse. Tout est dehors, on n'arrive pas plus là où aller dormir. Nous sommes les innocents. La DGSP, réalité nous prend le deuxième Baktia. Ça aussi c'est les innocents. La DGSP est venue brûler et le fait a pris les parcelles de voisinage. Ça a pris fait que nous avons le titre. Là c'est tout est à terre. Le pauvre là vient de quitter ce monde, il a duré 3 jours. Tout est à terre ici là. Il y a même la vie. Il y a même la veille ici. Nous sommes en train de dire, là, c'est les innocents. Dès qu'ils ont brûlé, ça a attaqué le second. Le second, non, il a attaqué, ça a pris 4 parcelles. 3 parcelles pour les innocents. Là, nous sommes sur la première phase. Ils ont brûlé. La DGSP est venue détruire la vie des gens. Ça, c'est la DGSP. Est-ce que c'est la France, puisque tout le monde sait que c'est la France qui a ramené Sassou au pouvoir, est-ce la France qui a demandé à Sassou de commettre encore des crimes comme d'habitude, puisque vous avez dit tout à l'heure, en 1997, vous avez enjambé les corps, mais c'est la même chose ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. En 97, on a brûlé les maisons, on a cassé les maisons. Maintenant là, nous sommes en train de vivre les mêmes choses. On est en train de brûler, de casser les maisons. Pourquoi est-ce que la France est aux abonnés absents alors que la France a toujours haussé le temps lorsqu'il s'agit de ces mêmes actes ailleurs? Vous savez, M. Perrin, avant d'aborder la question de la France, que, comme nous le savons tous, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Mais ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est le silence des pays frères africains sur ce qui se passe lorsque on massacre des gens. Alors qu'on connaît des pays africains qui, lorsque Israël se bat contre un groupe terroriste, des groupes terroristes, le Hamas, le Hezbollah, des pays africains poursuivent Israël devant la CPI. Mais ces pays africains-là restent silencieux sur ce qui se passe lorsqu'on tue des Noirs. On a vu
On a vu des élites africaines condamner Israël quand Israël se bat contre le Hamas. Mais on n'a pas entendu un panafricaniste condamner ce qui se passe au Congo. C'est ça. Au lieu d'abord de dire pourquoi la France se tait, mais chez nous-mêmes. Là, j'ai pris les pays africains. Mais dans notre propre pays. Oui, il faut commencer par l'élite congolaise, peut-être. Il faut blâmer plutôt l'élite congolaise. Dans notre propre pays, les élites, où ils sont? Où elles sont, ces élites-là? Moi, je suis sûr que si les avocats éminents, et j'en connais, qu'on a mobilisés pour défendre les nazis en France, si ces avocats-là faisaient des conférences de presse ici en France, vous pensez que la France n'en parlerait pas? Donc, mais au lieu que les avocats, les juristes restent dans le domaine qui est leur domaine de prédilection, ces juristes-là font de la politique. Je l'ai dit, moi, mon avocat, qui est français, m'a dit, écoutez, Monsieur Boukadia, dites aux juristes que ce sont des éléments recevables par la CPI, mais qu'ils maîtrisent bien la procédure du droit pénal international. Si vous portez plainte, ça va être considéré comme un débat politique. Oui, mais Monsieur Boukadia, pardon, pendant que vous dites ça, si vous portez plainte, ça prendra une connotation politique. Bon, encore ça, c'est valable, hein, ça se comprend. Mais est-ce que cela vous empêcherait, par exemple, d'organiser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une conférence de presse en invitant, bien sûr, les avocats congolais et les avocats étrangers, pourquoi pas, question de faire écho de ces massacres au niveau de la France? Non, il faut bien comprendre. Moi, je peux répondre à une invitation d'une conférence de presse par les juristes. Mais si moi je le fais, ça prend une tournure politique. Ça change complètement de la compréhension. C'est pour ça que j'avais même dit que j'étais prêt à les accompagner. Mais tous ces juristes-là préfèrent s'engouffrer sur le champ politique parce que c'est plus facile. Hein? Alors qu'ils ont les éléments, puisque c'est un avocat qui me le dit, que ce sont des éléments recevables au niveau de la CPI. Pourquoi ils ne font pas de conférence de presse? Pourquoi? C'est pour ça que je dis, avant de blâmer la France, blâmons d'abord les élites congolaises. Parce que ces élites-là aussi, il y a certaines élites congolaises qui soutiennent les exécutions publiques, les expositions des corps, et lorsqu'on brûle les maisons. C'est pour ça que je tirais l'attention que quand on avance l'argument de la raison d'État et que si un pouvoir change par force, la raison d'État peut aussi venir et à ce moment-là peut faire des ravages. Donc, je crois qu'il faut raison garder. Denis Sassou Nguesso et Serge Oboa ont déstructuré le pays. Le pays est en lambeaux. C'est maintenant aux hommes politiques d'avoir la force et le courage de réparer ce qui a été cassé. Et je dis bien, je pense que vous avez suivi les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'éléments dans les réseaux sociaux, M. Perrin. J'ai entendu dire qu'il y a la Songa,
Et la Likwala, même s'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, il n'y a que la Likwala. Non, la Sangha et la Likwala veulent plutôt se retirer de la République du Congo pour s'associer avec la RDC, la RCA, la République centrafricaine. En fait, pour recréer ce que jadis Jacques Opango proposait entre Jacques Opango et Barthélemy Boganda. Ce qui revient à dire, je pèse bien mes mots, que le projet de Denis Sassou Nguesso était de déstructurer le Congo pour arriver à cette création-là. C'est la raison pour laquelle il a créé la Banque centrale, la BSCA, qui se trouve à Oyo, où il y a des transactions financières importantes avec Dubaï, avec le Qatar. Ça veut dire qu'ils ont amassé suffisamment de moyens financiers qui leur permettent de mettre en place l'État du Nord, comme je l'avais dit. Lorsque je l'avais proposé, les gens n'étaient pas d'accord. Ils disaient que j'étais un séparatiste. Mais là, Denis Sassou Nguesso montre que c'est lui le séparatiste. Hein? Il est venu détruire Pointe-Noire. Il a détruit Pointe-Noire, la ville où il y a ses partenaires français. Il a déstructuré. C'est là qu'il a commencé à brûler les maisons. C'est là qu'il a exposé les gens, les cadavres dans les ronds-points pour que les gens voient bien. Et quand il a fini de traumatiser cette ville-là, il s'en va vers Dolisie. Et après, quelle ville? Mouyonzi, Sibiti, Kinkala, hein? Oui, mais après là, ils vont commencer probablement à entrer chez tous les Congolais et qu'ils ne soient pas surpris de les voir finalement la nuit chez eux, toquer, entrer, voilà, pour commencer à éliminer n'importe qui. Parce que jusqu'aujourd'hui, et c'est la question que nous nous posons, personne ne sait ce que Denis Sassou Nguesso a ordonné. Et je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on ne le sait pas, on peut donc le lire dans les actes. Les actes nous parlent, ce qu'ils sont en train de faire. Et ce n'est pas surprenant que dans 2 matins, qu'ils commencent à entrer chez tout le monde pour exécuter qui ils veulent, surtout quand la tête de ce dernier ne leur plaira pas. C'est ce à quoi nous allons bientôt assister. Et je rappelle que tout cela est en train de se faire en violation délibérée de la Constitution. Je vais me faire l'obligation de rappeler à nos téléspectateurs, mais aussi à ceux qui sont en train d'opérer, c'est-à-dire la milice des DGSP, pour que demain, que personne ne dise qu'il n'était pas informé. Nous avons, tout à l'heure, j'ai rappelé que Denis Sassou Nguesso a prêté serment, c'est l'article 77 de la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution. Or là, on se rend compte que c'est lui le premier à violer cette Constitution et il a fait du Congo, finalement, voilà, son empire à lui. C'est Serge Boa qui devient l'homme fort, qui décide sur tout ce qu'il veut faire. J'ai donc l'article 9 devant moi. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que la culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable, garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis. Nous avons également l'article 12, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide sont punis dans des conditions déterminées par la loi. Il faut peut-être rappeler aussi l'article 11. Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans la langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire gardien des libertés individuelles assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous sommes maintenant dans, vous l'avez d'ailleurs rappelé, c'est la jungle. Le Congo a reculé et maintenant c'est la jungle. Voilà, tout peut arriver à tout le monde. Et par là, j'allais vous poser une question, Monsieur Boukadia. Est-il encore opportun de parler
une élection présidentielle au Congo-Brazzaville, dans ces conditions-là? Écoutez, c'est avec tristesse que j'arrive à cette conclusion. Vous avez cité des articles d'une constitution qui a été bâtie sur un fleuve du sang, mais qui a nommé tous ceux qui sont les gardiens de ces institutions? C'est Denis Sassou Nguesso. Pensez-vous que ces institutions-là puissent s'en émouvoir? C'est pour ça que je disais que la seule chose que je regrette, c'est que Denis Sassou Nguesso aurait dû avoir le courage de dire que le Congo doit fonctionner comme la Corée du Nord. Là, nous n'aurons pas eu ce débat. Mais la question qui se pose aujourd'hui, puisque le Congo de Sassou est comme la Corée du Nord, faut-il envisager une Corée du Sud aussi au Congo? Voilà la question qui se pose aujourd'hui. Et ça, je la pose directement aux responsables Mboshi. Parce qu'ils se taisent. Est-ce que nous devons arriver à 2 États au Congo? Parce que c'est inadmissible que un de vôtres piétine la vie humaine et vous êtes silencieux. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ou alors, et je le dis en conscience, lorsque les gens faisaient semblant de se mouvoir sur l'avenir d'Mboshi, c'était du théâtre. Pendant ce temps, l'argent coulait à flot. Faites du cinéma, moi je continue de tuer. Et donc, les seuls ressortissants qui sont des vrais Congolais, ce sont les Mboshi. Vous me direz que ce ne sont pas tous les Mboshi. Oui, parce qu'il y a d'autres tout de même qui condamnent ce qui est en train de se passer au Congo. Moi, je n'ai pas entendu une voix officielle qui condamne cela. Je n'ai pas entendu. Et on ne peut pas me rétorquer cela parce qu'il y a un précédent. Il y a un précédent où on a dit que tous les Bakongo babomi marien. Et quand je dis ça, Denis Sassou Nguesso appelle le président Macron pour lui dire Boukadia est un rancunier. Mais il ne dit jamais pourquoi je suis rancunier. Est-ce que j'ai mis quelqu'un en prison? Est-ce que j'ai envoyé des hommes aller massacrer des gens à Oyo? Quand on dit que Boukadia est rancunier, il faut donner les raisons. Ou alors, comme il a dit lui-même, avec ce que nous avons fait au pays, il faut que quelqu'un uniquement d'Oyo doit être président. Ah bon? Donc ils reconnaissent qu'ils ont fait quelque chose de mal au pays. Sinon, pourquoi ils le diraient? Donc moi, ce que je propose, c'est que moi, je suis pour l'union nationale. Mais quand je pose la question, est-ce que devons-nous consulter le peuple congolais pour savoir, surtout que le 28 novembre arrive. Le 28 novembre arrive. Et le 28 novembre, nous savons ce qui s'est passé dans l'après-midi du 28 novembre. Le président Jacob Pango n'est pas venu pour ratifier l'acte de la naissance de la République. Il avait préféré aller avec Boganda, puisque
Est-ce que c'est l'objectif? Parce qu'il faut avoir le courage. Si c'est l'objectif de Denis Sassou Nguesso, mais qu'il ne tue pas les gens, qu'ils disent, moi, mon objectif, je ne veux pas être dans la République du Congo. Je veux être dans la République centrafricaine qui s'étend de la RCA jusque dans la Sangha, dans la Lukwala, jusque dans la cuvette ouest, où est la cuvette centrale. Et qu'ils le disent. Il faut qu'il ait le courage de le dire. Oui, malheureusement, la loi ne lui convient jamais. La vérité, c'est ça, parce que la force de Denis Sassou Nguesso, c'est le crime. Sa faiblesse, c'est la loi. C'est quelqu'un qui n'a jamais respecté la loi et donc il ne peut pas vivre dans une république. C'est ça aussi la réalité. Il ne sait pas ce que c'est que la loi. Là, il est en train de nous le démontrer. Tout à l'heure, je venais de lire quelques articles et dans cette même constitution, le préambule nous rappelle que le Congo a ratifié les chartes, la charte des Nations Unies du 24 octobre, bien sûr, 1945. Le Congo a aussi ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 26 juin 1981. On peut continuer à les citer comme ça. On va terminer, Monsieur Modeste Boukadia. Bon, maintenant, nous sommes en train de réaliser cette émission. Nous sommes bien entendu le 18 novembre 2025. La République du Congo n'existe plus, l'État congolais n'existe plus. En ces deux phrases, on a tout compris. Le Congo s'est arrêté. Actuellement, nous sommes en train d'assister, et je l'ai dit, je le répète, à un coup d'État qui est en train de se dérouler. C'est Serge Oboa qui est devenu l'homme fort, qui fait tout ce qu'il veut. C'est lui qui décide tout, puisque Denis Sassou Nguesso lui a conféré un certain nombre de pouvoirs, des pouvoirs illégaux en plus. Donc le Congo n'existe plus. Les institutions sont mortes parce qu'elles n'existent plus. Personne ne parle, vous l'avez dit tout à l'heure, personne n'est en train de dénoncer ce qui se passe. Donc ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale, ni le gouvernement, ni la justice, personne, tout s'est arrêté, la République s'est arrêtée. Tout ce qui se fait actuellement, c'est en violation flagrante, il faut le dire, manifeste et délibérée de la Constitution. Quelles conclusions en tirer? Vous savez, moi, je fais de la politique. J'ai un bilan, j'ai fait le bilan, que Denis Sassou Nguesso est en train de faire tout ça parce qu'il n'a pas de bilan à présenter et que pour lui, la seule alternative qui lui reste, c'est d'user de la violence pour s'imposer peut-être, comme cela, nous l'avons dit, une présence morale auprès de ses partenaires. En fait, il recherche une légitimité morale, oui, voilà, c'est ça la vérité en plus. Pour qu'il puisse continuer à satisfaire les besoins de ses amis. Mais pour ce qui est du Congo, il a atteint son objectif. Son objectif, c'était de détruire le Congo. Il a détruit. Son objectif, c'était de ruiner les Congolais. Il a réussi. Mais j'ai espoir, puisque le dimanche 9 novembre dernier, j'ai eu un appel d'un groupe. Ils étaient à peu près plus d'une cinquantaine, à 50 km de la République démocratique du Congo depuis le nord, depuis la région septentrionale du Congo, où il y avait plusieurs ethnies qui s'étaient réunies, qui m'avaient posé la question de savoir, qui m'avaient dit ceci, je cite, « Monsieur le Président, nous n'avons pas besoin de votre argent. Nous voulons seulement savoir, avec Topessa, est-ce que vous allez tuer vous aussi des Congolais comme le fait Sassou Nguesso? » Ça veut dire que ces Congolais, qui sont donc du Nord, puisqu'ils m'ont même dit qu'il y a un ministre de Sassou qui est passé, il leur a dit, ils lui ont dit, pardon, que nous sommes au téléphone avec le président Boukadia pour savoir, avec Topessa, s'il va tuer des Congolais, comme le fait Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, ils ont dit. Le ministre a souri, il est rentré dans sa grosse voiture, il est parti. Je ne vous donne pas le nom du ministre, parce que le nom m'a été donné.
Et donc, ça veut dire que dans la partie septentrionale, les gens aspirent à rester dans la République. Les gens croient en la République. Les gens croient au Congo. Contrairement à ce que veut nous faire croire Denis Sassou Nguesso, qui veut nous ramener dans une certaine distinction, division pour mieux régner. Cela étant dit, moi je leur ai dit, je ne sais pas comment on fabrique un homme. Pourquoi voulez-vous que je tue des Congolais? Parce que ce sont les Congolais qui vont construire le pays. Donc je reviens au point de départ. Avec le surendettement qu'ils ont provoqué, qui va payer? Or, ceux qui vont payer, ce sont les jeunes. Et ils sont en train de détruire les jeunes. Ils sont en train d'assassiner les jeunes. Alors qui va payer cet endettement-là? C'est pour ça que je pense, de toutes les façons, depuis toujours, je vous l'ai dit, je reste ferme là-dessus, que c'est une élection fictive. Et que rien ne dit qu'il fait ça pour se donner une raison. Une raison. Le pire, ce sont des partis politiques qui font semblant de ne pas aller aux élections, mais qui se préparent pour l'accompagner. Ça, c'est encore pire. Donc, ça sous-sait qu'il va avoir des hommes politiques, et je les comprends. Ils sont tous nés du PCT. C'est le PCT qui les fait vivre, même s'ils se disent opposants. Donc, vous savez, je vais vous raconter une chose. Il y a, à cette époque-là, le président Bongo était vivant, père, pas le fils. Il avait reçu une délégation pour régler le problème du Congo. Les Congolais sont partis de Paris en jet privé, envoyé par le président Bongo. Ils sont arrivés au Gabon. Et le président Bongo leur dit, mais où est Boukadia? Amenez-moi à Boukadia, je ferai venir Denis Sassou Nguesso, on va discuter, on va trouver une solution pour le Congo. Le président Bongo leur a donné de l'argent, plus le jet privé qui les a laissés au Bourget, un aéroport privé de Paris, dans la région parisienne, mais ils ne savaient pas où trouver Boukadia. Ils ont perdu mon téléphone. Ils ont été par la suite reçus à l'Élysée. À l'Élysée, on leur demande où est Boukadia. Ils ne savent pas où se trouve Boukadia. Vous savez donc, la situation du Congo est complexe, est très complexe. Hein? Donc, moi, je pense que si on arrive à lever certaines contradictions, à mettre en avant les intérêts privés, en pensant aux Congolais, les Congolais que je venais de citer qui sont au nord là-bas, qui disent, mais M. Boukadia, vous, ça veut dire que le traumatisme a gagné tout le monde. Et je redis, Sassou a eu pour mission de détruire la République du Congo, de paupériser les Congolais. Et il a réussi. Mais nous, on va réussir à lui prouver que le Congo existe. Monsieur Boukadia va réussir à prouver à Denis Sassou Nguesso que le Congo va continuer à exister. Merci, c'est par là qu'on va mettre donc au terme à cette émission. Tout à l'heure, nous avons peut-être rappelé aussi, nous avons rappelé que les nations donc d'intérêt, et tout le monde le sait, mais la question qu'on se poserait désormais, c'est de savoir est-ce que les intérêts français seraient-ils devenus incompatibles au respect des droits de l'homme? Monsieur Boukadia, ici même sur ce même plateau, vous nous disiez, vous vous rappelez, j'espère, que si Denis Sassou Nguesso ne part pas, on ne vous appellera plus Monsieur Modeste Boukadia. Réitérez-vous ces propos ou ça a changé? J'ai dit ceci,
que nous allons prouver que le Congo existe et que le peuple congolais est un grand peuple qui sait prendre l'histoire en marche. Parce que le peuple congolais, selon sa devise, est un peuple debout, fier. Et c'est ce que nous allons prouver. Merci, Monsieur Modeste Boukadia. Je rappelle que vous êtes président du Cercle des démocrates et républicains du Congo. Grand merci d'avoir disposé ce temps et d'avoir répondu à toutes nos questions. Cela a été un grand plaisir pour nous. Nous reviendrons prochainement, et pourquoi pas pour d'autres sujets. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez. N'oubliez jamais de faire ce petit geste très encourageant et pour nous soutenir également. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, M. Perrin. Je vous en prie, Monsieur Bougalia.